Si vous vivez en France ou si vous suivez l'actualité de ce pays, il vous suffit d'allumer la télé pour constater que l'islam est partout dans les médias. CNews, BFM TV, LCI, toutes les chaînes d'infos parlent de l'islam tout le temps. Et c'est rarement en bien. On entend parler de séparatisme, de terrorisme, de voile, de abaya, de jeûne. Depuis quelques années, il y a vraiment une offensive médiatique contre l'islam, et ce pour plusieurs raisons politiques. Cette hostilité envers l'islam, qui est présente particulièrement en France, qu'on appelle aujourd'hui islamophobie, elle n'est pas du tout récente. C'est un courant qui est très ancien. Mais quelles sont les racines de ce courant ? Et comment est-ce qu'il a évolué au fil du temps ? Bienvenue dans le podcast 313, je suis Seyyid K, et je vais vous présenter une petite histoire de l'islamophobie. Donc l'islamophobie, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors il n'y a pas de consensus sur une définition exacte, et d'ailleurs le terme est même rejeté par certains, comme pour nier qu'il puisse y avoir une haine des musulmans qui existe. Mais en gros, il s'agit de la haine ou la crainte de l'islam et de l'hostilité à l'encontre des musulmans. Et on peut distinguer deux volets de l'islamophobie. On a la partie idéologie, donc c'est le discours qui construit le rejet de l'islam, et on a la partie des effets, donc les conséquences concrètes de cette idéologie, donc les discriminations par exemple. Et dans cet épisode, je vais surtout aborder le premier volet, donc l'idéologie et l'histoire de l'islamophobie. C'est-à-dire l'histoire de la diffusion d'une image négative de l'islam en Occident. Donc ici, je vais parler que des visions négatives sur l'islam. Mais contrairement à ce qu'on entend parfois, le rapport entre ces deux mondes, entre l'Occident et le monde musulman, il n'a pas toujours été conflictuel, loin de là. On peut distinguer globalement trois grandes phases dans l'histoire de l'islamophobie. La première phase, ce serait l'islamophobie médiévale, donc la période qui correspond au Moyen-Âge. Depuis les débuts de l'islam, le regard sur cette religion en Occident, il est vu à travers la comparaison avec la religion chrétienne, à travers le conflit avec le monde chrétien. L'islam en Occident, il était considéré comme une religion rivale, et le monde musulman était considéré comme un adversaire qu'on affronte à plusieurs endroits. On combat les musulmans en Espagne, en Anatolie, en Turquie, au Proche-Orient, en Sicile, et on combat les musulmans à plusieurs moments qui sont devenus symboliques. Les croisades et la reconquista, la reconquête, ou la conquête peut-être, de l'Espagne par les catholiques. Et au Moyen-Âge, l'islam est mal connu. Il y a beaucoup d'idées complètement fausses qui circulent sur l'islam, parce qu'il y a peu d'occidentaux qui connaissent vraiment l'islam. En général, l'islam est plutôt vu comme un christianisme corrompu, comme une hérésie diabolique. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, il est vu comme un imposteur, un antéchrist. On dit qu'il aurait voyagé en Palestine pour chercher des écrits des juifs et des chrétiens, et il aurait fabriqué une religion déviée, un christianisme dévié. C'est une critique qui revient dans le Coran d'ailleurs, que les chrétiens et les juifs lui adressaient. Et dans ce contexte, les conquêtes musulmanes qui ont suivi l'émergence de l'islam, elles sont vues comme des calamités et comme un châtiment divin, comme une épreuve à cause des péchés des chrétiens. Les chrétiens catholiques, donc occidentaux, ou chrétiens orthodoxes d'Orient. Mais malgré cette image négative, on reconnaît quand même la qualité du travail de certains penseurs musulmans, en particulier les grands philosophes musulmans comme Avicenne, Averroès, dont on s'inspire largement. Parce qu'en fait, on les considérait comme les héritiers du savoir grec. Et puis à partir de la fin du Moyen-Âge, et surtout de la Renaissance, avec l'émergence de la puissance européenne,
l'Occident va commencer à prendre ses distances avec le Moyen Âge. Et il va commencer à se tourner vers l'Antiquité, qui va devenir la référence culturelle. Et parmi cet héritage du Moyen Âge, avec qui on cherche à prendre ses distances, il y a la partie venant du monde musulman. Donc on va chercher à effacer ce qui vient des musulmans dans les sciences, dans la médecine, pas partout parce que certains livres comme le canon d'Avicenne resteront enseignés pendant des siècles, mais aussi en géographie, en philosophie. L'Europe, elle va nier ce qu'elle doit au monde musulman, et même au monde byzantin. En fait, elle va considérer qu'elle doit rien à personne, et que tout ce qu'elle découvre comme nouvelles connaissances, toutes ces connaissances ne viennent que des Grecs de l'Antiquité. Et donc ça va donner lieu à un discours de plus en plus violent envers l'islam. Surtout qu'à cette époque, on commence à avoir une confrontation avec les Ottomans en Europe, ce qui va aggraver l'hostilité. Mais ce discours violent vers l'islam, il va rester toujours aussi peu précis. Vous avez des personnes comme Pétrarque, par exemple, qui est un très grand écrivain, qui écrit que Mahomet, je vais citer Mahomet comme il le dit, serait un inventeur de fables absurdes. Et il dit aussi que sa tombe à la Mecque fait l'objet d'un culte. Donc pour penser que la tombe du prophète est à la Mecque, il faut avoir assez peu de connaissances de l'islam. On pense aussi que l'arabe est une langue jugée barbare. Autre exemple avec Dante, donc écrivain italien, dans son poème La Divine Comédie. Il écrit ce poème au début des années 1300. Donc c'est un long poème en fait qui raconte un voyage dans l'au-delà. Donc Dante voyage dans l'au-delà et il passe par l'enfer. Et l'enfer est divisé en cercles. Et chaque cercle correspond à un certain type de châtiment. Donc il y a une hiérarchie comme ça de châtiments. Et au 9e fossé de l'enfer, donc un des plus bas, Dante place le prophète Mohammed et Ali. Et ce cercle-là, ce fossé de l'enfer, il correspond à ceux qui ont semé le scandale et la discorde. Donc c'est intéressant qu'il y a Ali qui soit mentionné avec le prophète dans cette histoire. Mais malgré tout, à cette période, on reste quand même dans une hostilité, une islamophobie, même si le terme il est un peu anachronique, mais on reste dans une islamophobie qui est plus religieuse que civilisationnelle. Les critiques se concentrent sur la religion. Les choses changent à partir de la fin du XVIIIe siècle. Grâce aux progrès scientifiques des siècles précédents en Europe, donc l'imprimerie, les progrès dans la navigation, dans l'armement, la domination de l'Occident va être de plus en plus forte. Et à cette époque, on va commencer à considérer que l'Orient est en quelque sorte le passé de l'Europe, et que l'Europe, elle doit retrouver son passé en Orient. Il y a cette idée que le monde musulman il s'est développé, mais que ce développement il s'est arrêté à cause du fanatisme musulman et de la domination ottomane. Et donc on va s'intéresser de plus en plus à l'Orient. L'Orient ici, c'est en particulier le monde musulman. Et ce mouvement, cet engouement pour l'Orient, porte un nom, c'est l'orientalisme. Je pense qu'on ne peut pas comprendre les idées de l'islamophobie, même actuelle, sans comprendre cette notion assez complexe d'orientalisme. Donc l'orientalisme, c'est un terme qui a été popularisé par un livre majeur, vraiment un livre très très important pour moi. Ce livre, c'est L'orientalisme d'Edward Said. Edward Said, c'est un professeur de littérature comparée aux États-Unis, d'origine palestinienne. Et il va publier ce livre en 1978. Donc l'orientalisme, c'est un livre assez dense, assez difficile à lire. Edward Said répète, il revient plusieurs fois sur les mêmes concepts, mais en apportant des modifications, en apportant des informations supplémentaires. Et c'est un livre que j'ai eu assez de mal à lire, il faut être bien réveillé. Mais ce livre, à sa sortie, il a fait l'effet d'une bombe dans le milieu intellectuel. Parce que Saïd, pour la première fois, ou une des premières fois en tout cas, il va mettre à nu un courant
qui perdure depuis au moins 2 siècles, de manière continue. L'idée principale du livre, c'est que l'Orient, ce qu'on appelle l'Orient, surtout le monde arabo-musulman, cet Orient est une création de l'Occident. En fait, l'Occident, il s'est construit une fausse image du monde arabo-musulman. Et dans cet Orient, l'oriental, on peut dire l'oriental, mais on peut dire aussi le musulman ou l'arabe, les termes sont interchangeables en fait. L'oriental, il est vu comme un être inférieur et opposé de l'européen, comme une inversion des valeurs. Et l'image de l'Orient qui est créée, c'est en fait une projection des propres idées de l'Occident. C'est une image stéréotypée. C'est une caricature simpliste. En fait, les orientaux, ils sont enfermés dans des catégories figées. Et donc, dans ces catégories, on va avoir le despotisme oriental, la cruauté orientale, la sensualité orientale. Ces catégories qui se construisent et qui deviennent en fait des catégories générales de base pour analyser les sociétés de l'Orient. Et pour créer cette image de l'Orient, on va l'étudier avec minutie. On va le décortiquer. Et c'est surtout les Français et les Anglais qui vont faire ça. Donc on va procéder à une étude poussée de l'arabe, avec la philologie, la grammaire, la traduction des grands textes. On va étudier l'islam, le Coran, les manuscrits coraniques, l'ethnologie aussi. On va étudier les sociétés orientales. Et toute cette entreprise d'études, de dissection de l'Orient, elle va subir l'influence des autres sciences, la biologie, la botanique, avec la classification des espèces. En fait, on va classer les orientaux comme on classe des plantes et des espèces. Avec cette idée que la science expérimentale, c'est la seule source de vrai savoir. C'est ce qu'on appelle le scientisme. Et donc, de plus en plus d'Européens vont voyager en Orient, en Égypte, en Palestine, en Syrie. Ils vont partir à la recherche d'aventure, de prestige, en pensant que tout est possible dans cet Orient un peu merveilleux, mystérieux. On va avoir des écrivains, des grands écrivains français, comme Chateaubriand, Flaubert. Ils vont aussi voyager et publier des romans, des récits de voyage sur l'Orient, avec à l'intérieur plein de stéréotypes, d'érotisme, etc. Et ils vont finir par se faire une image très précise de l'Orient, du monde musulman. Donc je rappelle, l'oriental, le musulman, l'arabe, c'est quasiment interchangeable. Donc quelle est cette image qu'ils vont se faire ? L'oriental, il est intellectuellement déficient. L'oriental est bête. Ça, c'est l'image qu'ils s'en font. Il est aussi fourbe, c'est un imposteur. On ne peut pas lui faire confiance. L'oriental, il est aussi dénué de toute rationalité. En fait, il est uniquement régi par ses émotions et ses pulsions. Ses pulsions colériques, mais ses pulsions aussi sexuelles. Et il est en opposition totale avec l'Européen qui, lui, l'Européen, c'est la raison. Il est rationnel, il est maître de lui-même. Et de manière générale, dans la description de l'Orient, il y a une très forte connotation sexuelle. L'oriental, il est constamment ramené à sa sexualité. On le décrit comme un dégénéré, hypersexuel, comme un violeur. Ça, c'est pour les hommes. La femme, elle est silencieuse. Elle est lubrique, elle est soumise. Et de manière générale, tout l'Orient est féminisé. Par opposition à l'Occident qui, lui, est viril, est masculinisé. L'oriental, il est aussi despotique, il est cruel. C'est quelqu'un de tyrannique. Notamment parce qu'il vit dans un climat chaud. Donc il y a ce lien entre le climat et le tempérament, l'humeur. Et puis l'oriental, il est incapable de se gouverner. Il respecte que la force et la réussite. Ça, c'est quelque chose qu'on entend encore de nos jours dans le monde arabe. Oui, les Arabes, ils ont des dictateurs parce que la seule chose qu'ils comprennent, qu'ils respectent, c'est la force. Et donc, si l'oriental ne peut pas se gouverner et qu'il comprend que la force, il faut le dominer, il faut le mater, il faut le gérer. Et toute cette production de connaissances, cette traduction de textes,
toute cette production de sciences orientalistes, elle va servir à la domination. Elle est directement ou indirectement au service de la domination politique, militaire, et plus tard, de la colonisation. On a vraiment à cette époque le savoir qui est pris en main par le pouvoir politique. Beaucoup d'orientalistes travaillaient directement avec les institutions coloniales, par exemple. Mais le plus vicieux dans tout ça, c'est que tout ce discours orientaliste, il est toujours présenté comme scientifique, comme objectif. Et donc il est présenté comme fondamentalement vrai. On le voit encore aujourd'hui. Ce sont des experts qui parlent, des érudits, et donc qui sont légitimes pour parler. Bon, maintenant j'ai dit tout ça, mais on ne peut pas dire non plus que l'orientalisme il ne se résume qu'à l'islamophobie. Il y a aussi des travaux de grande qualité qui ont été produits à cette époque. Et tous les chercheurs n'avaient pas forcément cet objectif de domination. Il y en a qui admiraient réellement l'Orient, la discipline qu'ils étudiaient. Mais de manière générale, ils avaient plus ou moins tous ces préjugés que je viens de décrire. Et préjugés que d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont contribué à créer. S'il y a un événement politique symbolique qui peut résumer tout l'orientalisme, c'est l'expédition d'Égypte de Napoléon, en 1798. Napoléon, pour contrer les Anglais sur la route des Indes, il est envoyé pour conquérir l'Égypte. Et rapidement, il va prendre le contrôle du pays, mais avec lui, il va amener des scientifiques pour étudier l'Égypte. Des linguistes, des dessinateurs, des botanistes, tout un tas de scientifiques. Et Napoléon lui-même, il a préparé son expédition. Il a préparé en lisant des textes d'orientalistes qui décrivaient les sociétés orientales. Ce qui lui a montré comment il fallait faire pour dominer ces sociétés, comment se les mettre dans la poche. Et donc à son arrivée en Égypte, il va se présenter comme un ami des musulmans, voire même comme un vrai musulman. Et on entend parfois les musulmans dire avec fierté que oui, Napoléon était musulman, en fait pas du tout. C'était juste pour se mettre la société dans la poche. Il va essayer d'ailleurs d'avoir les religieux de son côté. On a donc un islam qui est étudié, digéré, critiqué, avec cette idée générale qui est, voilà, les musulmans, on connaît votre religion mieux que vous, on vous connaît mieux que vous, et donc on va vous prendre en charge, on va vous faire progresser, on va vous faire passer dans la modernité. Le savoir, c'est le pouvoir. Et les Occidentaux ont acquis un savoir sur les Orientaux, donc ils leur sont supérieurs. Et tout ça va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamophobie savante. C'est-à-dire que c'est une islamophobie qui est argumentée, qui est subtile, elle est érudite. Avant, au Moyen-Âge, on était contre l'islam sans vraiment le connaître. Et maintenant, on est contre l'islam parce qu'on le connaît justement. Autre exemple très connu de cette époque, c'est Ernest Renan. Donc Ernest Renan, c'est un historien, un philologue, un philosophe. Et dans son livre « L'islamisme et la science », qui est en fait une conférence qu'il a donnée à la Sorbonne en 1883, il va se livrer à une critique très détaillée de l'islam. Je vais simplement la résumer. L'idée d'Ernest Renan, c'est que l'islam en fait est responsable du retard du monde musulman. L'islam est incompatible avec la modernité et la raison. Alors Ernest Renan, il a une admiration pour certains aspects de l'islam, et il ne nie pas un certain âge d'or de la civilisation musulmane, mais il dit que cet âge d'or, il n'était pas du fait de l'islam. Parce que selon lui, l'islam a toujours persécuté la science. Et la science et la philosophie arabo-musulmane, pour lui, elle n'était ni arabe ni musulmane. Elle était surtout perse. Il dit aussi que l'âge d'or de l'islam, il a été possible que parce qu'à cette époque, donc qui correspond plus ou moins à la période des Omeyyades et des Abbassides, cet âge d'or était possible que parce qu'à cette époque, l'islam ne contrôlait pas encore toute la société. Et pourtant, il est assez facile de constater que l'islam est peut-être la religion
qui a le rapport le plus étroit avec la science. L'islam a toujours encouragé la recherche de la connaissance. Ernest Renan, qui est aussi un expert en langue sémitique, donc en hébreu, en arabe, il fait le constat que la langue arabe, elle est figée. Elle est bonne pour la poésie, pour un peu d'éloquence, mais dès qu'on rentre dans des idées plus complexes, elle est plus du tout adaptée selon lui. Et il dit aussi que le musulman, finalement, il devient fanatique, incapable de s'ouvrir à aucune idée nouvelle. Plus il est religieux, et plus il est fermé. Et puis cette phrase qui finalement résume toute son opinion sur l'islam, je cite, « C'est la chaîne la plus lourde que l'humanité ait jamais portée. » Donc peut-être que en entendant ça, vous vous dites que ça ressemble pas mal à certains discours qu'on peut entendre aujourd'hui. C'est parce que finalement le discours orientaliste, il est pour une grande partie à l'origine de l'islamophobie actuelle. Et vous voyez que dans ce discours, on mélange religion, culture, ethnie, et surtout on considère l'islam comme un bloc totalement homogène et totalement figé dans le temps. Et donc on arrive à la troisième phase de l'histoire de l'islamophobie que j'appellerais une islamophobie américaine, anglo-saxonne, qui démarre à partir de 1945, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On a le déclin de l'Europe et l'hégémonie américaine. Et dans le contexte de la guerre froide entre les Américains et les Russes, les Soviétiques, les Américains vont commencer à s'intéresser de plus en plus au monde non occidental. Et ils vont récupérer la vision orientaliste européenne, mais par contre ils vont la durcir, en particulier à cause de leur soutien à Israël dans ses guerres contre les Arabes. Et dans ce contexte, le conflit israélo-palestinien, il va entraîner aux États-Unis une diabolisation de l'islam. Le monde musulman est vu comme l'adversaire de l'Occident. On revient un peu à la vision du Moyen-Âge, à cette idée de croisade contre l'islam. Mais pourtant, contrairement aux Européens, les Américains ne vont pas faire une étude de l'islam en le décortiquant. Ils vont plutôt l'aborder sous l'angle des sciences sociales. Donc la sociologie, la psychologie, on va avoir une multiplication des études sur les sociétés et les mentalités du Moyen-Orient. En fait, toujours la même idée, mais qui change plus ou moins de forme, c'est qu'il faut connaître les orientaux pour les dominer et les modeler comme on veut. Donc on va avoir des études sur la famille arabe, la mentalité arabe, le caractère arabe, et on a aussi des experts, entre guillemets, des experts des études orientales qui vont conseiller directement les agences gouvernementales américaines. Donc le Pentagone, la CIA. Et dans les universités, les recherches sont limite des commandes en fait. Le meilleur exemple, c'est l'historien Bernard Lewis. Donc il y a un historien spécialiste de l'islam et du rapport avec l'Occident. Bernard Lewis, il a été conseiller au Pentagone et il a été proche de Netanyahou, qui était à l'époque ambassadeur d'Israël à l'ONU. Et Bernard Lewis, dans ses livres, il décrit les Arabes et les musulmans comme étant instables psychologiquement. C'est une islamophobie plus grossière que celle des orientalistes européens. Il y a vraiment une déshumanisation des musulmans. Ils sont toujours vus comme une masse, jamais comme des individus. L'arabe est toujours moqué, il est diabolisé, il est ridiculisé dans la culture, notamment dans le cinéma hollywoodien. Il est toujours méprisé, il a toujours le rôle du fou, pervers sexuel, tyrannique, menteur. Et le but de cet orientalisme américain est principalement de justifier les guerres au Moyen-Orient, pour le remodelage du Moyen-Orient. Et c'est un phénomène qui s'est accéléré depuis les événements de 2001, avec la guerre contre le terrorisme qui a clairement établi l'amalgame islam égale terrorisme. Donc voilà pour ce bref historique de l'islamophobie. Maintenant, on va se recentrer sur le cas de la France. L'islamophobie qu'on constate actuellement,
C'est un mélange entre l'orientalisme érudit européen du 19e-20e siècle et l'américain plus simpliste que je viens d'expliquer. Pour la partie islamophobie savante, il y a un livre qui est sorti en 2008 qui a provoqué beaucoup de débats. Ce livre, c'est Aristote au Mont-Saint-Michel de l'historien Sylvain Guggenheim. Rien de nouveau dans le livre, on retrouve l'idée que l'Europe ne doit rien à la civilisation musulmane, pas même la transmission du savoir grec, parce qu'en fait les musulmans n'étaient pas capables d'assimiler ce savoir, et notamment parce que la langue arabe est trop pauvre et pas adaptée. Et en fait, tout est fait pour opposer la civilisation musulmane à la civilisation chrétienne, ou aujourd'hui judéo-chrétienne. C'est le fameux choc des civilisations. Mais l'islamophobie en France, elle n'est pas liée qu'à l'orientalisme. Elle est en grande partie liée à l'immigration, mais aussi au conflit israélo-palestinien, aux attentats qu'il y a eu en Europe au cours des 20 dernières années. Mais l'orientalisme a quand même créé ce socle, et il a donné les mots de l'islamophobie. D'ailleurs, en France, vous entendez beaucoup des idées dont j'ai parlé dans cet épisode au sujet de l'islam. À la télé, on voit toujours les mêmes têtes. Et c'est rarement des musulmans d'ailleurs. Ou alors quand c'est des musulmans, c'est des représentants mais complètement ridicules. Vous voyez sûrement de qui je veux parler. Et on retrouve encore cette vieille idée que les orientaux ne peuvent pas se représenter eux-mêmes. On doit les représenter et on doit les humilier. Et les chaînes d'infos en continu ramènent toujours les mêmes experts, donc entre grosses guillemets experts, qui profitent de ce business de l'islamophobie. Et le plus souvent, ces experts ne connaissent pas grand-chose à l'islam. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment de cette chercheuse du CNRS, spécialiste de l'islam, qui n'arrivait pas à aligner 3 mots en arabe. On lui a demandé comment elle allait, elle n'a même pas compris la question, donc forcément elle ne pouvait pas répondre. Donc on voit bien là qu'on est loin des orientalistes du 19e siècle, experts dans toutes les langues, et qui écrivaient des gros pavés, quoi. Mais ces experts incompétents, malheureusement, ils font des dégâts qui sont réels. Parce qu'il faut bien avouer qu'il n'est pas simple d'être musulman aujourd'hui en France. Et les premières victimes de l'islamophobie, ce sont souvent les femmes. Surtout celles qui portent le hijab, puisque c'est directement visible. Pour les hommes, à part être d'origine maghrébine ou africaine, et que ça se voit physiquement, on n'a pas de signes religieux distinctifs. Et c'est dramatique de voir des barrières qui sont mises à ces personnes dans leur scolarité, dans le monde du travail et au quotidien dans toute leur vie. Si j'ai voulu expliquer tout ça, c'était pour montrer que les idées qu'on entend aujourd'hui, elles ne sont pas nouvelles, bien au contraire. Seulement, elles sont ressorties aujourd'hui pour servir des intérêts politiques, et comme ça a toujours été le cas par le passé. Que ce soit pour justifier des conquêtes, des colonisations, des destructions. Vous trouverez ces explications partout ailleurs, peut-être même mieux expliquées que par moi. Mais maintenant qu'on a vu l'histoire de ce phénomène, moi je voudrais partager une réflexion plus personnelle. Parce que je voudrais pas parler de l'islamophobie simplement pour dire que c'est pas bien, c'est pas gentil. Parce que même si les musulmans étaient irréprochables, l'islamophobie aujourd'hui elle est politique, elle est institutionnalisée. Donc dans tous les cas, je pense qu'elle serait quand même présente. Mais moi la question que je veux poser, j'ai pas forcément la réponse, c'est vers quel islam sont dirigées ces critiques ? Parce que je pense que pour certaines branches ou interprétations de l'islam, certaines de ces critiques sont à peu près justifiées. Je ne pense pas que tous les problèmes des musulmans aujourd'hui soient de la faute de l'Occident. Penser ça, pour moi, c'est une position de victime, et ça empêche de se remettre en question. Quand je vois certaines pratiques de l'islam aujourd'hui, pas toutes heureusement, mais quand je vois le wahhabisme, quand je vois le salafisme, sachant que la croyance wahhabite, elle infuse la croyance d'une bonne partie des musulmans d'Europe aujourd'hui, hormis les soufis peut-être.
Il suffit de rentrer dans les librairies pour le constater. Quand je vois ça, je me dis que peut-être que cet islam-là, il n'est pas vraiment adapté à notre époque, effectivement. C'est un islam qui est figé dans le passé, qui est figé moralement, mais même physiquement au niveau de l'apparence. C'est une vision qui est aliénante de la religion, qui est simpliste. Il n'y a qu'à voir les livres, en particulier ceux qui sont adressés aux femmes. Elles sont infantilisées, les livres qui s'adressent aux femmes, on dirait qu'on parle à des enfants, on dirait choupi. Quand je vois des pays musulmans comme l'Égypte ou le Pakistan, honnêtement, je suis bien content que mes enfants grandissent pas là-bas, mes filles en particulier. Et je dis ça sachant que ces pays, ils ont été abîmés par la colonisation, par l'ingérence. Mais ça explique pas tout. Alors oui, les problèmes ne viennent pas tous de l'islam dans ces pays. Mais la religion, elle a grandement influencé la culture et la mentalité de ces pays. Je pense que le problème, et ça vaut pour tous les musulmans, chiites compris, c'est qu'il est difficile de se remettre en question quand on considère qu'on est irréprochable. J'ai l'impression parfois que beaucoup de musulmans ont idéalisé un âge d'or de l'islam. L'islam en tant que religion ici. Ils ont idéalisé les 3 premiers siècles de l'islam. Donc les compagnons, les tabi'in, les tabi'in. Ils voient cet âge comme un âge inatteignable, indépassable. Mais ils sont tournés vers le passé parce que, même si cet âge est indépassable et inatteignable, ils cherchent désespérément à y revenir. Et je trouve que c'est plus le cas chez les sunnites. Parce que chez les chiites, finalement, il n'y a pas d'âge d'or de la religion dans le passé. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, il avait des compagnons fidèles, mais il était aussi entouré d'ennemis, d'hypocrites. Les Ahlul Bayt après lui, ils ont constamment été persécutés. Et leurs partisans aussi. Et les chiites aussi. Donc, pour les chiites, je dirais que l'âge d'or de l'islam, c'est plutôt celui à venir, celui de l'imam Mahdi, alayhi salam. Le regard est plus tourné vers l'avenir que vers le passé. C'est mon opinion personnelle. Après, je peux me tromper. Et je voulais vous citer pour finir 2 hadiths qui me font beaucoup réfléchir sur ce qu'est l'islam aujourd'hui, sunnite comme chiite. Ces 2 hadiths, ils se trouvent dans le livre Kitab al-Ghaiba de No'mani et ils parlent de la venue de l'imam Mahdi. Le premier hadith, il est de l'imam Baqir alayhi salam. Et il dit lorsque notre qa'im, donc le qa'im c'est l'imam Mahdi, lorsque notre qa'im se lèvera, il appellera les gens à un ordre nouveau, tout comme le messager d'Allah les y a appelés. En vérité, l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Bienheureux sont les étrangers. On ne parle pas ici d'une nouvelle religion, mais d'un retour à l'islam originel, à l'islam pur, ce fameux islam auquel tout le monde veut retourner. Mais pour que cet ordre y soit vu comme totalement nouveau, il faut qu'il soit complètement différent de l'islam qui sera présent à cette époque. Il faut qu'il soit étranger. Mais donc qu'en est-il de l'islam actuel ou des islams actuels ? Même si on ne peut pas affirmer que la venue de l'imam elle est imminente. C'est pas possible de dire ça. Mais qu'en est-il de l'islam actuel ? Le deuxième hadith, il est de l'imam Sadiq, alayhi salam, et il a dit « Lorsque le qa'im se lèvera, sortiront de cet ordre » donc l'ordre ici c'est l'islam, c'est la wilaya en particulier, sortiront de cet ordre ceux qui pensaient en faire partie, et y entreront ceux qui ressemblent aux adorateurs du soleil et de la lune. Donc certains de ceux qui étaient convaincus d'être sur la vérité, d'être des musulmans pieux, chiites, ne sont en fait pas du tout dessus, ou alors de manière superficielle. Et à l'inverse, des gens considérés comme totalement éloignés de l'islam, considérés comme mécréants, comme étrangers à la religion, ils seront sur l'ordre du Mahdi, ils seront partisans de l'imam Mahdi. Donc ces textes nous en disent beaucoup sur l'état de l'islam, du monde musulman d'aujourd'hui, mais aussi sur le caractère universel du message de l'imam Mahdi.
Et moi, quand je lis ces hadiths, il m'invite à la remise en question. Alors bien sûr, il faut se défendre contre l'islamophobie. Mais il ne faut pas oublier de se demander aussi si on est vraiment sur le chemin de la vérité, du vrai islam, comme on dit, et surtout si on applique cette vérité. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie pour votre écoute, si vous avez écouté jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je suis vraiment curieux d'avoir vos réflexions sur ce sujet, que je trouve vraiment très important. Et merci à ceux qui ont déjà laissé des commentaires, des likes, qui se sont abonnés. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.